Nos débatteurs du débat du dimanche que je vous présente. Alors vous le connaissez à force, c'est William T. Bonjour à vous William Bonjour. T. Et bienvenue sur Sud Radio, fondateur du think tank Le Millénaire, think tank proche des Républicains, on peut le dire. De droite, oui. Alors rapprochez-vous Plutôt à de droite ou à ouais. gauche du micro, c'est ça le plus important sur Sud Radio. Plutôt de droite en tout cas. Plutôt à gauche pour sa part, c'est Hassan Lakohoul. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio également. Merci. Secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France, le MJCF. Alors on attend le discours de politique générale de Michel Barnier ce mardi devant les députés. Michel Barnier déjà sous pression de certains députés macronistes qui l'appellent clairement ou l'enjoignent à ne pas augmenter les impôts, sauf qu'il n'a pas trop le choix. Manifestement, le journal Le Monde révèle les premières pistes étudiées par le gouvernement pour apporter de nouvelles recettes cette année. Hausse de la fiscalité sur les logements meublés de type Airbnb, hausse de l'écotaxe sur les véhicules, sur les voitures, hausse de la taxe sur le rachat d'actions par les grands groupes, hausse de la taxe aussi exceptionnelle, taxe exceptionnelle plutôt, sur les revenus des grands groupes, c'est une hausse de l'impôt sur les sociétés, une hausse exceptionnelle. Bref, voilà là où on tape. Est-ce que ça suffit pour sauver l'état des finances publiques, William T? Non, parce que l'état des finances publiques est catastrophique et ceux qui étaient vendus comme les Mozart de l'économie se retrouvaient comme des Madoff de la finance publique, c'est-à-dire qu'ils ont laissé un pays véritablement en état de ruine. Et quand on regarde la situation, moi je trouve que c'est quand même osé de donner des conseils sur comment rétablir les finances publiques lorsque vous avez pété la caisse, lorsque vous avez laissé plus de 1000 milliards de dettes en 7 ans, lorsque vous avez laissé un dérapage de finances publiques à 6 points de PIB. C'est-à-dire que vraisemblablement, en fait, quand on arrive à 6 points de PIB, on se retrouve en situation laissée par Papa Andréou en Grèce, qui a abouti à laisser son pays en état de ruine, ou à ce que vous pourrez retrouver, par exemple, si Jean-Luc Mélenchon était au pouvoir. Donc ensuite, après donner des conseils sur comment redresser les finances publiques, je trouve que c'est un peu osé, surtout qu'il y a 2 points qui sont véritablement problématiques. C'est l'état du dérapage et c'est le laps de temps qui vous est donné pour pouvoir le combler. C'est-à-dire que Michel Barnier doit avoir 2 semaines pour trouver des réductions de dépenses ou des hausses d'impôts. Le problème, quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, et nous on a souvent travaillé dessus, c'est qu'en fait, lorsque vous augmentez les impôts, lorsque vous baissez les dépenses publiques, vous pratiquez ce qu'on appelle une politique récessive. Donc ça veut dire que ça engendre des baisses de croissance. Donc pour que ce soit pas récessif, il faut extrêmement bien cibler pour ne pas, lorsque vous faites des hausses d'impôts, ne pas décourager la consommation et l'investissement. Et de la même manière, les dépenses publiques, ce qu'on appelle un effet multiplicateur. Donc, il faut cibler parfaitement. Sur les pistes qui sont mentionnées, je pense que l'objectif répond à 2 choses. D'une part, rétablir les finances publiques et surtout ne pas casser la croissance. Et quand on regarde les différents points, je ne pense pas à l'heure actuelle que ça permet de casser la croissance, sauf que je mettrai quand même un point en termes de psychologique et en termes de message. Si par cas vous ciblez trop les voitures, ça peut décourager les gens, notamment en termes de mobilité, etc. On l'a vu dernièrement lors de la crise des Gilets jaunes. Alors là, ça parle des grosses voitures ou des voitures lourdes. On parle de ça. Ce qui est important, c'est pas forcément la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Vous parliez de la Grèce. Cette semaine, ça a duré quelques heures. La France s'est endettée pour plus cher que la Grèce. C'était jamais arrivé. Enfin, on est quand même au bord du gouffre sur un point de vue financier, Hassan Lakohoul. Oui, mais je pense qu'effectivement, d'un point de vue financier, mais aussi quand on regarde l'état du pays, on est souvent très ému à juste titre quand on voit des personnes âgées sur des brancards de l'hôpital qui attendent. On est ému aussi à juste titre quand on voit tous des faits divers, tout ce qui se passe, et pourtant on a moins de douaniers, moins de policiers, moins de juges, moins de magistrats. Et pourtant, on a un gouvernement encore qui va avoir les finances publiques, les équilibres, surtout pas dépensés comme seule boussole. Mais on a quand même le pays qui est dans un état catastrophique. On voit qu'on n'arrive plus non plus à faire société, et on voit que l'école est dans un état terrible. Mais pourtant, moi je pense que ces services publics, il faut qu'on puisse mettre de l'argent pour les redresser, parce que sinon, on va avoir la France dans un état catastrophique, plus qu'elle l'est déjà. Je voudrais, Hassan Lakohoul, vous faire remarquer une observation du politologue Dominique Régnier, c'était ce week-end sur LCI. Observation assez limpide quand même, c'est-à-dire qu'il explique que pour une bonne partie des Français, que ce soit vrai ou non, l'État n'arrive plus à gérer les frontières, n'arrive plus à gérer la santé, en tout cas une partie de l'hôpital. L'État n'arrive plus à faire son travail et que sa seule réponse à ces défaillances, c'est d'augmenter encore les impôts. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dessus? Moi, je pense qu'il faut que... Parce que quand vous dites qu'il faut augmenter, il faut dépenser plus, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut dépenser plus et mettre plus de moyens sur l'État. Ça veut dire qu'il faut augmenter les impôts, quoi qu'il arrive, d'un côté ou d'un autre. Ouais, moi je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou sur les impôts, parce qu'on dit souvent les impôts, mais il faut voir lesquels. C'est sûr que si c'est faire payer toujours les mêmes, à savoir les salariés, les employés, le monde du travail, je pense que c'est pas une bonne chose. Par contre, effectivement, il y a, à mon avis, de l'argent à aller chercher, notamment sur les grands groupes. Et je dis pas les entreprises, parce qu'on entend souvent ça, mais les grands groupes,
parce que un patron du CAC 40 et la PME du coin, c'est pas la même chose. Moi, je pense que s'il y a des pistes intéressantes, le CAC 40, c'est 148 milliards en 2023. Je pense que là, il y a de l'argent à aller chercher. C'est des gens qui font de l'argent en France, qui font de l'argent sur les gens qui travaillent, et il faut un peu plus de justice fiscale là-dessus. C'est nous qui produisons les richesses, on devrait décider sur comment on les utilise. Mais vous n'avez pas l'air en désaccord frontal avec Monsieur Barnier, parce que pour l'instant, ce sont les pistes qui sont plutôt étudiées. On parle même pas, à ce stade, d'après Le Monde, de mouvement sur l'impôt sur le revenu. Ce sont les grands groupes qui, pour l'instant, sont particulièrement ciblés. Est-ce que c'est déjà une bonne nouvelle pour vous ? On verra, parce que pour le moment, c'est un document dans Le Monde. Je sais pas, j'attends le discours de politique générale. Et s'il y a ça dans le discours de politique générale, ça pourrait vous convenir sur ce plan-là, budgétaire en tout cas ? Faut voir, on parle de 8 milliards. 8 milliards, moi je pense que ça va pas faire grand chose, et parce qu'il y a plus, 8 milliards, c'est une goutte d'eau dans un budget national, donc faut voir, il y a encore à mon avis beaucoup d'efforts à faire, et on va voir où ira Michel Barnier, mais je pense que il faut qu'on remette en question beaucoup de choses. Il y a aussi tous les cadeaux qu'on fait aux entreprises, l'argent qu'on donne par exemple pour la recherche et qui finance pas la recherche. On fait des cadeaux aux entreprises avec de l'argent public sur lequel elles licencient. Il y a quand même, ça c'est quand même un paradoxe qu'il faut arrêter. William, dans la situation dans laquelle on est, donner de l'argent public à des entreprises pour licencier des gens, je pense que c'est quand même terrible, et ça on devrait pouvoir revenir dessus. Je suis pas sûr que ce soit la bonne situation, parce que depuis des années, on a à peu près la même méthode. C'est-à-dire, dès qu'on a un problème, on augmente les dépenses et on augmente les prélèvements obligatoires. On est arrivé à des sommes qui étaient records. Je crois que l'État dépense 58% de sa richesse nationale et prélève en termes d'impôts près de 50% de sa richesse nationale, entre 46 et 48 en fonction des années. Donc ça veut dire qu'on a augmenté massivement les impôts, on a augmenté massivement les dépenses publiques, et pourtant, on arrive sur un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de services publics, et on a de moins en moins de services publics de qualité. Quand vous regardez les comparaisons... Donc où va l'argent ? Justement, on va y arriver. Quand on arrive sur les comparaisons internationales, il y a un exemple qui marche et qui illustre très bien. L'éducation et la santé. À chaque fois, on dit qu'on est en crise et qu'il faut augmenter les dépenses. Le Ségur de la santé, le Grenelle de l'éducation, etc. Toujours un nouveau Grenelle ou un nouveau truc à trouver. Sur l'éducation, sur la santé, pour commencer, la France et l'Allemagne, pour la crise sanitaire, dépensaient exactement le même montant par habitant. C'est-à-dire qu'un Français et un Allemand consacraient exactement le même montant par habitant. Pour autant, les Allemands étaient mieux payés, les médecins allemands étaient mieux payés, les infirmières allemandes étaient mieux payées, le personnel soignant était mieux payé, et en plus, ils avaient plus de lits d'hôpitaux. Pourquoi ? Parce que la France a dépensé 33% de son budget de la santé sur les infrastructures et sur la bureaucratie. Mais ça, on ne va absolument pas y toucher. C'est-à-dire que les infrastructures, c'est les bâtiments, c'est pas forcément inutile. C'est pas forcément inutile, mais lorsque vous avez des problèmes au niveau des urgences, lorsqu'on dit qu'il y a du problème de l'hôpital public, il faut quand même se poser une question sur le fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'eux arrivent à faire avec moins, et pourquoi est-ce que nous, on n'arriverait pas à le faire également ? Et de même manière sur l'éducation. Un professeur allemand gagne beaucoup mieux qu'un professeur français. Et pour autant, on dépense exactement le même montant. Exactement le même montant. Leurs résultats au classement PISA sont meilleurs. Donc leurs élèves ont un meilleur niveau que le nôtre. Les professeurs allemands sont mieux payés. Les professeurs dans l'enseignement supérieur sont mieux payés. Le personnel qui entoure l'éducation allemande sont mieux payés. Et pour autant, nous, on n'arrive toujours pas à avoir des meilleurs résultats et à rendre les professeurs heureux. Pourquoi ? Parce qu'on dépense trop d'argent sur la bureaucratie et sur l'infrastructure plutôt que sur les professeurs pour aider directement les élèves. Donc plutôt que de se demander à chaque fois comment dépenser toujours plus d'argent, on pourrait se poser la question sur comment dépenser mieux d'argent et avoir des meilleurs résultats en termes d'efficience publique, parce qu'on peut brasser 10, 20, 30, 40, 50 milliards, ça changera absolument rien. Il y a un chiffre qui est particulièrement marquant. Lorsque le général de Gaulle était au pouvoir, on dépensait 15% de notre PIB en dépenses sociales. Aujourd'hui, on a 33%. Pour autant, on a 10 millions de pauvres, donc beaucoup plus de pauvres avec beaucoup plus de dépenses sociales. Il y a beaucoup plus de gens qui n'arrivent pas à manger. Pour autant, on dépense encore plus d'argent et on fait appel à Bernard Arnault, etc. pour avoir de l'aide sur les associations humanitaires. Donc se pose une question, les Français se posent une question, pourquoi est-ce qu'on dépense toujours plus, on est prélevé beaucoup plus et on reçoit beaucoup moins? Donc où part notre fric? J'ai deux chiffres à vous donner. Sur la politique du logement, on dépense 80 milliards d'euros et pourtant on dit que les gens n'arrivent pas à se loger. Donc peut-être qu'ils n'arrivent pas à se loger. Et peut-être qu'on peut se poser une question sur pourquoi est-ce qu'on crame autant la caisse et qu'on arrive à avoir aussi peu de résultats. Alors on va parler politique un peu maintenant pour aller un peu plus loin que cette vision budgétaire, parce que c'est important de parler de la base. Mais allons sur la politique. Je le disais, vous avez 27 députés Ensemble pour la République, parmi lesquels Mathieu Lefebvre, Charles Rodwell, mais encore Aurore Berger, Marie Lebec, Sylvain Maillard quand même, l'ancien président du groupe, qui fixe leurs conditions. Pas d'augmentation d'impôts, signe-t-il dans une tribune hier soir. Ils ajoutent qu'il leur paraît impensable qu'après 7 années de baisse d'impôts, ce soit l'alliance du bloc central qui finisse par renoncer à la stabilité fiscale pour les augmenter. Globalement, quel est l'espace politique pour Michel Barnier pour qu'il arrive à gouverner si même la majorité présidentielle ne le suit pas dans ce qu'il veut faire, Hassan Lacoul?
Bah c'est sûr, on le sait. De toute façon, personne n'a de majorité à l'Assemblée nationale, on le sait. Et cette coalition plutôt à droite, à mon avis, va devoir régler des débats internes. Je sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Parce que si il y a d'un côté les macronistes qui ne veulent surtout pas augmenter les impôts des entreprises et qu'on a un Premier ministre qui veut essayer d'aller chercher un petit peu par-ci, un petit peu par-là, je pense que ça va être compliqué. À mon avis, ils sont dans leurs contradictions et là, je sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Et qu'est-ce que le Parti communiste, pour le coup, qu'est-ce que les communistes, en tout cas, pourraient apporter comme pierre à cet édifice? Est-ce qu'à un moment, il y a certaines mesures qui seraient prêts à voter avec, pourquoi pas, le gouvernement Barnier? Ah ben nous, de toute façon, sur la politique qui est menée, si c'est pour faire la même politique que ces dernières années, la même politique que les macronistes, mais avec des taxes en plus. Ouais, mais des taxes, faut voir lesquelles, il faut voir. Et pour l'instant, sur les grands groupes, manifestement, c'est pas pour vous déplaire normalement. Non, mais il faut voir combien. Comme je dis, c'est 148 milliards les bénéfices du CAC 40 en 2023, et là on parle de 8 milliards et encore. Ça m'étonnerait que quand on aura le résultat final, ça m'étonnerait qu'on y arrive là. Mais pour moi, non, c'est clair. Si c'est pour mener la même politique que ces dernières années, il faudra pas compter sur les communistes. Enfin, les salaires augmentent pas, on n'arrive pas à payer nos factures, on n'arrive plus à faire le plein de la voiture. Et je pense que s'il n'y a pas de rupture avec ça, on ne faudra pas compter sur les communistes pour soutenir, au contraire. Ou le reste du nouveau Front populaire, manifestement. Parlons maintenant des autres désaccords qu'il peut y avoir au sein de cette coalition. On peut parler notamment de l'état de droit, en quelque sorte. Revenons sur l'émotion qui a étreint tout le pays après l'assassinat de la jeune Philippine, consécutif à son viol. C'était dans le bois de Boulogne. Une bonne partie de la France a été émue. Une partie de la droite, et de la droite, a tenu des minutes de silence hier un peu partout en France. Minutes de silence qui souvent ont été perturbées par des militants de gauche ou d'extrême gauche qui criaient notamment Siamo tutti antifascisti. Ces désaccords, on les voit même d'une manière générale dans le gouvernement. Les désaccords entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice font qu'on a du mal à imaginer que le gouvernement Barnier arrive à grand-chose. Oui, YMT. Oui, il peut y avoir des désaccords parce que les gens n'ont pas encore la nouvelle ligne gouvernementale, donc chacun essaie de jouer sa propre partition ou a eu l'habitude de jouer la partition qu'il jouait pendant longtemps. Donc un ministre de l'Intérieur qui dit « je veux renverser la table », c'est ce qu'il dit ce matin dans le journal du dimanche après la mort de Philippine, alors même que le ministre de la Justice a dit « il n'y a pas de laxisme judiciaire, ça n'existe pas ». C'est pas des petits désaccords là. Non, mais c'est parce qu'on parle pas du même sujet quand on parle de laxisme judiciaire. Moi je pense que de toute façon il y a eu un quiproquo sur la question. On parle de laxisme judiciaire. En vrai, le problème c'est que les règles actuelles ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que la justice a respecté les règles. Oui. Il a été condamné pour 7 ans. Il sort à raison des remises de peine automatiques. Mais c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas dû être là sur le territoire national a pu commettre ça? C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça que les gens ne veulent plus comprendre et ne veulent plus accepter. Sauf qu'une autre partie de la France, notamment à gauche, va vous dire c'est pas ça le problème. Le problème c'est la culture du viol qui concerne tout le monde et pas seulement les étrangers. Oui, mais c'est pas ça le sujet. Le véritable sujet, c'est que quelqu'un qui n'a pas le droit d'être ici puisse commettre un crime pareil. Vous pouvez expliquer la situation dans n'importe quel sens. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'OQTF n'est pas existé. L'obligation de quitter le territoire. L'obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, pour la plupart des gens, l'inexécution de l'OQTF symbolise l'impuissance de l'État. Et le deuxième paramètre qu'on a aussi, c'est la réception de la politique migratoire française. C'est-à-dire que des gens qui viennent se permettent de foutre le bordel et de ne pas respecter les règles en France. Alors que la première question que vous avez en France, lorsque vous êtes étranger, vous êtes d'origine étrangère, c'est de vous intégrer, de vous assimiler à la politique française. Et donc, je pense, à minima, de respecter les règles de l'état de droit. Le troisième paramètre, je pense, qui pose problème, c'est le fait que de plus en plus, on est une situation de barbarie en France. C'est-à-dire que vous avez des gens qui commettent des crimes de plus en plus inacceptables. On le voit sur les émeutes urbaines et on le voit sur maintenant des nouvelles méthodes de comportement qui sont pas en phase avec ce qu'on attend d'un pays civilisé et d'une démocratie libérale. Alors revenons aussi sur d'autres aspects. Vous avez par exemple le journal du dimanche qui revient sur une affaire qu'il avait révélée. C'est l'autre cas d'un étranger en situation irrégulière qui a été condamné dans le passé manifestement pour viol et enlèvement. Il était en centre de rétention administrative. Il en est parti pour une opération, tenez-vous bien, des ligaments croisés. C'est compliqué de faire entendre ce genre d'informations à l'ensemble de la population, qu'elle soit de gauche ou de droite, Hassan Lakoul. Oui, c'est sûr. Moi, je pense quand même qu'il faut effectivement parler des faits. On est en pleine affaire Mazan. On a des débats sur la question du viol, sur tout ça. Et
on ne fait pas le lien avec ce qui s'est passé pour pour Philippines. Donc à mon avis, il faut parler des deux. Et par contre, c'est vrai effectivement sur les obligations de quitter le territoire, il y a un sujet aussi. La vérité, c'est que on a depuis quelques années une politique du chiffre qui est faite là-dessus, c'est qu'on délivre des OQTF pour tout et n'importe quoi, y compris pour des gens qui ont vocation à s'insérer, qui ont vocation à travailler, qui ont vocation à s'intégrer dans la société française. On est d'accord que c'était pas nécessairement le cas de celui qui avait déjà violé dans le passé quand il avait 17 ans. Évidemment. Mais du coup, s'il y avait peut-être moins d'OQTF, peut-être que celles qui sont justifiées pour des criminels, pour des gens qui n'ont pas vocation à s'intégrer, peut-être qu'on pourrait un peu mieux les surveiller et un peu mieux les faire exécuter. Moins d'OQTF, mais mieux d'OQTF en quelque sorte, c'est ce que vous aurez dit. Ce sera la conclusion de ce débat. Merci à tous les deux d'être intervenus ce matin sur Sud Radio. William T, fondateur du think tank Le Millénaire, classé à droite, et Hassan Lakehoul, président du mouvement des jeunes communistes de France. À bientôt sur Sud Radio.